et bienvenue à Électron Libre, émission 57. On est dans la 5e saison et on tripe fort. Et avec moi, comme à chaque semaine, Francis Côté, Mélanie Saint-Germain, des gens que j'adore. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est une émission spéciale parce qu'à la dernière émission, on s'était donné des défis d'entrevue. Donc aujourd'hui, on va faire ça. Hein? Mélanie, tu vas nous parler de Gun Fu. Francis va nous parler de chroniqueurs d'opinion qui t'ont été imposés par Mélanie. Exactement. Et moi, tu m'avais imposé le tuning, donc les autos modifiées. Hein? Ah, t'as un petit mot, là. Oui, mais là, je suis devenu un spécialiste. Mais avant tout ça, on va faire nos coups de cœur, coups de masse. Francis, on va commencer par toi. Caméra large, c'est lequel pointer la moi? Ça va être celle-là. Hey, Ouais. bonjour. Coup de cœur, c'est un suivi à une émission qu'on a fait précédemment où j'expliquais les différents types de mariage et que je mettais en contexte que j'allais être célébrant dans un mariage. Donc, ce fut une extraordinaire expérience. Incroyable. Vraiment très beau mariage et comme porte-parole d'une belle union, ça a été une expérience que je recommande à n'importe qui se fait demander si jamais il veut être célébrant. Donc, un gros coup de cœur pour le marié et la mariée, particulièrement. C'est gentil, c'est gentil. Moi, de mon côté, je vais y aller aussi avec un coup de cœur, hein, parce que dernièrement, je suis parti en voyage de noces. Ah oui! Dans la ville de Moscou, que j'ai complètement adoré. C'est vraiment une ville magnifique au niveau de l'architecture, de la culture, de l'histoire, des arts. C'était vraiment, vraiment fantastique. Bon, clairement, c'était facile pour nous de voyager là parce qu'on était hétérosexuels et blancs. Non, mais il faut dire les choses. Oh, oui. Cependant, ce fut un superbe voyage, une destination très sécuritaire que je recommande à tous ceux qui ont le goût de vivre la culture slave. Oui. Mélanie, toi? J'espère que c'est encore d'actualité. Moi, j'ai mis... Est-ce que ça vous choque? Non. Pas pire, hein? Il y a un petit trou ici. Est-ce que je vous manque de respect? Ben oui, mais pas à cause de ton chandail. C'est ça que je me disais. Donc, en fait, moi aussi, je vais donner un coup de cœur à Catherine Dorion. OK. D'avoir mis ses culottes et de garder encore à l'esprit l'importance des valeurs à la bonne place. Donc, à son coton ouaté et à Catherine Dorion, je dis oui. Il y a des trucs beaucoup plus... il y a de la corruption beaucoup pire derrière certaines cravates que le coton ouaté de Catherine Dorion. Donc, Catherine Dorion, je t'aime. Oh, c'est dit, c'est dit, c'est dit. Maintenant, on va se lancer dans le vif du sujet. Qui a le goût de commencer, là? Je vais prendre la balle au Ah, d'accord, Oh, mon Francis, Dieu! on va t'écouter sur les chroniqueurs d'opinion. J'ai bien hâte d'entendre Je ça. suis prête. Ben, en fait, il faut se rappeler que Mélanie me donnait le devoir de lire et de tenter de verbaliser, et même à la limite, De me convaincre. de te convaincre de l'opinion de certains chroniqueurs. Et c'est ce que j'ai fait. Je vais commencer par une petite mise en situation. La définition du sarcasme. D'accord? Désigne une Ton moquerie petit écho. ironique, une raillerie tournant en dérision de personne ou d'une situation peut être considérée comme une forme d'ironie piquante ou belliqueuse. Surtout important, à l'inverse de l'ironie, consiste à dire le contraire de ce que l'on pense, en faisant comprendre que l'on pense le contraire de ce que l'on dit. Le sarcasme est plus difficile à déceler. En effet, être sarcastique, c'est dire le contraire de ce que l'on pense sans montrer qu'on pense le contraire de ce que l'on dit. J'espère que j'ai été clair. Merci. Oh, je pense qu'il y aura du sarcasme dans l'air. C'est bon, ça. Richard Martineau, Ouais. un génie. Richard Martineau, un gars qui sait à quelque part comment identifier les racines du vrai Québec. Ah, ça, oui. En fait, Richard Martineau, dernièrement, nous a fait comprendre l'étoile de la honte, un article qui nous expliquait qu'une dame, lors d'une marche contre l'islamophobie, qui se tenait à Paris, une jeune musulmane faisait partie d'un groupe de manifestants et portait une étoile jaune. Donc, faisait probablement un lien avec ce qui s'est passé lors de la Deuxième Guerre mondiale et l'extermination des Juifs. C'est un amalgame odieux. Est-ce que, honnêtement, il y a des musulmans qui ont été mis dans des camps de concentration? Est-ce qu'on a séparé les mères des enfants? On a fait des rafles? Est-ce qu'on a stracisé des races? Et non, nous, on n'a pas fait ça. Et pourtant, Non, mais ça s'est fait dans le monde. Là. oui, ça s'est fait à quelque part. Donc, si à chaque fois qu'on veut mettre de l'avant une situation, on fait un amalgame douteux avec la Deuxième Guerre mondiale, c'est simplement dire que ce n'est pas si grave que ça, ce qui s'est passé lors de la Deuxième Guerre mondiale, parce que Non, tout puis- peut être un prétexte de comparaison. Puis amalgame douteux et Richard Martineau, ça doit être un peu synonyme. Ben, c'est ça que j'allais dire. Jamais que Richard ne s'abaisserait à faire un amalgame douteux. À une époque confuse, troublée, qui a perdu ses repères historiques qui mélangent tout. Dire à une députée de ne pas porter de coton ouaté en chambre est comme obliger les femmes à porter la burqa. C'est pareil.
c'est pareil. Les défenseurs de la laïcité sont aussi misogynes que les talibans. La loi 21 est une forme de nettoyage ethnique par voie législative. Tous les jours, on entend des bêtises de ce genre-là. Et qui les colporte? C'est ça la question. Voilà. Jamais ils n'oseraient le faire. Exemple. Soyons réalistes. Il y a eu 33 769 attentats de réalisés dans le monde. Selon l'étude, la première du genre, 91 % des morts causées par les attentats sont commis au nom d'Allah au cours des 40 dernières années. Donc, de prêter l'intention à la communauté musulmane d'être plus violente ou plus terroriste, OK, je peux comprendre que ça peut froisser certaines personnes, mais pour ceux qui sont des vrais Québécois avec des racines profondes, qui ne portent pas des signes religieux, qui vont compromettre ce qu'on est dans notre nature profonde, eh bien, à un moment donné, ça fera. Et Richard nous l'a bien dit. Le problème avec cette statistique-là, c'est que quand on dit 91% des attentats, mais il y a beaucoup de gens comme les tireurs fous qui ne sont pas considérés comme des attentats. Non, mais en fait, ils ne sont pas considérés comme des terroristes. Exactement. Et là, c'est le gouvernement qui décide qui est terroriste ou pas. Fait que est-ce que la statistique est bonne? Oui, c'est ça. Et la communauté musulmane est outrée. Bon, qui a été le pire ennemi de la communauté musulmane? Ce sont les islamistes radicaux et ce sont eux les réels ennemis. D'ailleurs, lors de son article, il y a eu des commentaires qui ont été faits. Jocelyn Primo, il se replie sur eux, vivent dans des ghettos qui ont eux-mêmes construits, n'y acceptent pas le principe de la laïcité. Alors, qu'est-ce qu'ils font en Occident? Et ceci est toujours écrit sans faute. Stéphane Lévesque, la gauche va finir par se discréditer. C'est fait depuis longtemps. Le philosophe français Michel Onfray explique tout dans ses vidéos à voir sur Michel Onfray. Bien sûr, Richard Ferraud, la très grande majorité des victimes des islamistes, les djihadistes, faut-il préciser, sont des musulmans. Voilà. Sophie Durocher était en colère, elle, contre la présidente de la Fédération des femmes du Québec, parce qu'elle aurait encouragé les femmes à porter le voile. Ça aurait été comme une forme d'expression. Franchement, connaissez-vous Nasrin Sotoudeh, une avocate iranienne qui a été emprisonnée en Iran en juin 2018, une avocate militante des droits de la personne? Écoute, la nomenclature est assez impressionnante. Là, 74 coups de fouet apparus sans voile en public, 6 mois de prison pour acte de propagande, 2 ans pour trouble à l'ordre public. La liste est longue comme ça. Cette femme-là a été victime de s'exprimer, de ne pas avoir porté le voile. Donc, quand la présidente des femmes du Québec mentionne qu'elle devrait porter le voile, elle devrait aller voir l'histoire. Et finalement, si une famille iranienne arrive au Québec, qu'elle est enseignante et qu'elle veut enseigner dans nos écoles et qu'on lui demande de retirer son voile, s'il vous plaît, ne pas oublier toutes les femmes qui ont été brimées là-dedans. Ensuite, Éric Duhaime. Rapidement, Éric Duhaime, l'urgence d'un dialogue entre la gauche et la droite. Isabelle Haché a cru bon d'écrire parce qu'Éric Duhaime a été collaborateur récemment sur Urbania. Oui. Et elle, représentante de la gauche, a dit qu'Éric Duhaime ne serait pas nécessairement le bon porte-parole. Vous ramenez sur le tapis ma désormais célèbre phrase « Mieux vaut de la mauvaise information que pas d'information pantoute ». Et lui explique que quand il y a eu la tuerie dans la synagogue de Québec, il aurait fallu ne pas nommer qu'il y avait peut-être 2 tireurs. Parce qu'ils disent, bon, il faut attendre d'avoir la confirmation qu'il y en a un seul. Donc, est-ce qu'on aurait dû ne pas donner l'information et peut-être risquer d'avoir un autre tireur actif à ce moment-là? Donc, son point de vue, finalement, c'est simplement que c'est mieux de donner une information des fois boiteuse que de donner une vraie information. C'est là-dessus qu'on se base, nous, dans cette émission. Et voilà. Donc, Éric Duhaime tente de prouver son point, de clarifier sa position, mais dans les 3 cas, on a affaire à des Québécois profonds qui tentent de défendre nos racines. Mettre ses culottes. Ouais. Et tous ceux qui vont venir dans notre culture doivent au moins tenir compte de ce que l'on est vraiment, parce que ces 3-là, eux, savent qui nous sommes. Tu m'as convaincu? Ce qui est le fun d'une chronique d'opinion, c'est que c'est basé sur des études empiriques, des faits. Ça a été extraordinaire de lire C'était le fun, hein? Ben non, mais ça a sûrement été plus le fun que moi, qui s'est penché sur
le tuning automobile. C'est intéressant, ça. Tuning ou personnalisation automobile. Hein? Entre autres, c'est l'ensemble des modifications qu'on va apporter sur un véhicule de série, une voiture, une moto, un vélo, un scooter. Tout. Scooter. Oh, oui, tu peux faire ça, tu peux faire du tuning partout. Pimper ton scooter. Afin, soit d'améliorer ses performances ou son style, ou simplement de le rendre unique. Hein, parce qu'on a vu là, des autos uniques, on aime ça. C'est pour ça qu'on refait encore toujours les mêmes autos uniques. Toi, t'aimes ça. Moi, j'adore ça, les autos. Le terme tuning vient du mot anglais to tune, hein, qui signifie accorder. Donc, le sens d'accorder a été légèrement altéré ici pour signifier plus optimiser, mettre au point son véhicule. Bon, c'est important. Le but premier du tuning, bon, c'est de personnaliser son véhicule, d'améliorer ses performances, je l'ai déjà dit. Très fort aux États-Unis, Japon, Europe. Hein? Le tuning, ben, c'est pas évident. Le tuning, c'est considéré par les amateurs automobiles et surtout par la masse, en fait, comme un loisir pratiqué par des couches populaires de la société. Mais la réalité, c'est que c'est très dispendieux, donc il faut avoir les moyens de faire du tuning. On a aussi trouvé, ça, j'ai adoré ça, on a essayé de franciser le mot tuning, hein, trouver un terme français, et on s'est arrêté sur le mot bolidage. 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 J'ai bolider ma voiture. J'ai bolidé ma voiture. Bon, si on veut faire modifier son auto, là, j'ai axé ma chronique sur qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire. Premièrement, avant de modifier, là, il faut connaître les lois. Qu'est-ce que les modifications qui sont permises ou non? Parce que si tu te fais arrêter, c'est des amendes très salées. Là, je ne vais pas aller dans le détail des amendes, mais c'est assez l'enfer. La SAAC a le mandat d'assurer que tous les véhicules qui circulent sur la route sont sécuritaires et respectent le code de sécurité routière et ses règlements. Donc, il ne faut pas que ton tuning mette en danger ta vie. Ça serait un peu débile. Tu peux pas enlever tes portes puis dire « moi, j'aime ça, pas de porte ». Tu peux enlever tes portes, dire « moi, j'aime ça, pas de porte ». Il faudrait que tu fasses arrêter et que tu aies une solide amende parce que tu n'as pas de porte. Vitre teintée. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire, mais vous devez respecter certaines caractéristiques. Par exemple, la lumière qui passe à travers ton teintage doit laisser passer 70% de la lumière. Donc, on peut avoir un teintage pour 30%. OK? Sur la partie supérieure, hein, pour pas que le soleil nous éblouisse, on peut avoir une ligne de 15 cm qui est opaque pour cacher le soleil dans la partie supérieure. Ça veut dire dans le pare-brise en avant? Oui, exactement. Les vitres latérales et les vitres arrière ne sont pas soumis à ces règlements-là. Donc là, on peut faire ce qu'on veut. Tu peux même mettre de la peinture noire si tu veux, puis rien voir. Comme ceux qui décident de ne pas déblayer leur auto l'hiver, puis décoller avec un petit rond en avant d'eux. Volant à droite. Vous savez qu'on a le droit de vouloir un volant à droite, un peu comme en Angleterre. Maintenant, en général, c'est interdit. Donc, tu ne peux pas faire ça parce qu'on a démontré que ça cause 32% plus d'accidents des gens au Québec qui ont un volant à droite. Ben, je me suis toujours dit que tu ne peux pas avoir le volant à droite parce que quand tu veux faire une manœuvre de dépassement, il faut que tu tasses pour aller voir si la voie est libre. Entre autres, tu vas mettre la moitié de la voiture dans la voie gauche. Oui, c'est ça exactement. Ou tu décides de passer de l'autre côté. Sur l'accotement. Sur l'accotement. Donc, bon. Si il y a certains types de véhicules, donc tu peux demander des dérogations dépendamment de quand ton véhicule a été fait. Tu peux avoir une dérogation aussi si tu es, par exemple, un Britannique au Québec qui dit « moi, j'amène ma voiture », tu peux avoir une dérogation pour le temps de ton voyage parce que tu as l'habitude de conduire à droite, mais là, il faut que tu t'habitues à conduire à gauche, un peu comme quand, pour éviter en tout cas, de conduire de l'autre côté. Si ton véhicule a plus de 25 ans, il y a des possibilités aussi pour faire ça. Donc, ou si ton véhicule appartient à une école de conduite, là, tu as le droit d'avoir un volant des deux côtés. Et ou genre des camions poubelles là, ou des camions de service qui peuvent avoir des... Exactement. Le Ella Flush est interdit au Québec. C'est quoi que c'est? C'est ça la bonne question. C'est d'une pratique esthétique réalisée au détriment de la tenue de route et de la maniabilité d'un véhicule. Ça veut dire qu'on abaisse la suspension d'un véhicule, donc on abaisse son véhicule, mais on ajoute des roues surdimensionnées et déportées, donc à l'extérieur. On voit ça des fois. Oui, exactement. Et on monte des pneus étroits. Donc, on appelle ça du Ella Flush. C'est complètement interdit au Québec, donc on n'a pas le droit d'Ella Flusher. OK. Compris? On peut surélever notre véhicule, hein, mais pour le surélever, c'est un encadrement qui est aussi assez spécifique, comme l'abaissement. Donc, il faut vérifier les normes, là, parce qu'on peut le monter ou le descendre, mais ça dépend des règles. L'abaissement au Québec aussi, avec nos routes. Avec les routes, c'est moins évident. On peut aussi avoir des phares au xénon. Hein, c'est permis, mais ça prend des conditions spécifiques. Donc, tel type de phare, on parle de phare DHI,
qu'on a le droit de mettre et ils ne doivent pas être mis n'importe comment, donc à certaines hauteurs. Moi non plus, j'ai rien compris, mais on m'a demandé de faire une chronique là-dessus, donc je la fais. OK. Donc, parce que la hauteur des phares doit être ajustée en fonction des véhicules sur lesquels tu vas croiser. Les modifications les plus populaires, hein, on va retrouver ça, donc augmenter sa suspension. Ouais, ça on aime ça. Qu'on va appeler des turbochargeurs, hein, pour donner un boost à notre véhicule. Des sièges de sport, donc un peu des jobs de peinture, hein, ça c'est normal. Ça, oui. Et des vitres teintées, ça c'est les plus populaires. Ce qui est très populaire aussi, mais qui est illégal, les bonbonnes de nitro, hein, de l'oxyde de nitrogène, on n'a pas le droit. Bon. Des néons en dessous de l'auto. On n'a pas le droit. Des harnais de course dans ton véhicule, là, avec des harnais là, pour te protéger. Okay, tu n'as pas le droit d'avoir ça. Tu n'as pas le droit d'altérer tes émissions de muffler, silencieux. Donc, tu ne peux pas altérer ça parce que ça dégage des produits polluants. C'est bruyant aussi, en général. Et d'y aller de manière excessive en jackant ton véhicule ou en le rabaissant. Ça, c'est des trucs qui sont interdits, mais qu'on retrouve souvent. Et voilà, j'ai parlé de tuning et je ne suis pas fier de moi. Mais c'est intéressant, il y a des gens qui aiment ça. Ben écoute, il y a des gens qui aiment ça. En même temps, moi, j'aime des choses que d'autres gens n'aiment pas. Je ne veux pas les juger, mais pour vrai, je n'ai aucun intérêt dans les véhicules automobiles. Peu importe, tant que mon véhicule peut me déplacer d'un point A à un point B, je suis heureux. Voici maintenant Mélanie qui va nous parler de Gun Fu. Ça m'intéresse parce que c'est le sujet que je t'ai donné. Écoute, j'aime pas les guns, puis je suis pas une fan d'arts martiaux, mais j'ai trouvé ça le fun. Okay. Ben j'essaie de faire des passes, je vais peut-être vous en faire une. Ouais. Il va falloir que je lis un peu, mais bon. Le Gun Fu, aussi appelé le Gun Kata, le ballet-ballet. Le ballet-ballet? Oui, le ballet-ballet et le gunplay gymnastique. OK? C'est un style fictif de fusillade. C'est fictif, ça. C'est né des films. En tout cas, je vais vous en parler. OK. C'est un style fictif de fusillade sophistiqué, ressemblant à une bataille d'arts martiaux, mais accompagnée d'armes à feu. Les armes et les arts martiaux sont à peu près à une proportion de 50-50. OK? On peut le voir dans le cinéma d'action, surtout à Hong Kong. C'est né là, en fait. Et dans les films américains qui ont été influencés par ce mouvement-là, né à Hong Kong. Les armes à feu sont axées à la fois sur le style et l'utilisation des armes à feu. Donc, c'est toujours d'une manière qui n'a pas été... Je vais lire ma phrase, parce qu'il n'a pas été conçue pour être utilisée comme ça. OK. Ça se peut pas. Ouais. OK? Quand ça arrive, ça se peut pas. Donc, souvent, on tire avec une arme dans chaque main et c'est généralement associé avec le fait de sauter sur le côté. OK. OK? On peut le voir, là. Tac, tac. En tout cas, je sais pas. Bon. Mais c'est souvent, généralement associé à ça, c'est souvent sanglant aussi beaucoup. Et ils font souvent des tirs de dos. Je vous ferai pas d'exemple physique. Mais je suis pas pire, mais c'est vraiment belle. Je sais pas, j'aimerais ça. J'aimerais peut-être ça. Non, mais tu sais, quand on parlait d'intérêt bizarre, moi, ça m'intéresse. Ben c'est ça. Donc, on peut tirer aussi souvent de dos. Puis, il y a aussi... Là, je savais pas ça, c'était quoi? Parce que je ne m'intéresse pas aux armes à feu. Mais comme les armes de mêlée sont courantes. Les armes de mêlée, je me suis fait dire que c'est très proche. Ah? Très, très près. Tu sais, une arme de mêlée, c'est une proximité. Une machette, c'est une arme de mêlée. Ben, une arme de mêlée, en fait, ça pourrait être un bâton versus une mitraillette, t'as pas besoin d'être proche, tu sais. Une arme... Ça, ouais, mais si t'as une baïonnette au bout... Ben, c'est ça, là. Ouais. En fait, là, je continue, OK? En fait, il y a d'autres mouvements qui peuvent inclure des fusils de chasse, des mitraillettes, des lance-roquettes. Ben oui. Tu sais, la lance-roquette, on va te tirer, on va te faire ça avec. Tellement pratique. C'est ça. Et quand t'es proche, qui peut être transformé en une prise de vue cinématographique. OK. Il n'y a pas de limite dans le golf. Mais il faut avoir écouté les Hong Kong Action Movie Theater là, pour voir comment tout ce qu'ils peuvent faire avec ça. On va en parler, tu vas voir. C'est souvent associé à des manœuvres de combat au corps à corps. Le Gun Fu est devenu un incontournable des films d'action modernes en raison de son spectacle visuel, résultant de chorégraphies de cascades souvent vraiment très impressionnantes. Oui. Indépendamment de ces éléments irréalistes par rapport à la vraie guerre avec des armes à feu. Donc, ça contraste avec les films d'action américains. C'est ça, des années 80, qui mettaient davantage l'accent sur les armes lourdes, la force brutale et tout ça. Bref, c'est John Woo. Oui. Qui a fait de très grands films à Hong Kong et de très mauvais à Hollywood. C'est ça. Donc, c'est le réalisateur John Woo qui a créé le style du film A Better Tomorrow. Je l'ai pas vu. 86, ça a commencé avec ça. Oui, avec Chow Yun-fat.
Grand acteur là, Hong Kong. c'est ça, gagné là, Chow Yun-fat, j'avais peur de dire son nom. Faut voir, mais je dirais là, son meilleur, c'est The Killing. Là. OK. The Killing, Hard Boiled, c'est des films extraordinaires. Ben c'est ça, puis dans le fond, c'est ça, le film est vraiment lancé le genre héroïque à effusion de sang, OK? Et les séquences d'action de Gun Fu sont devenues un élément vraiment récurrent à Hong Kong à ce moment-là. Et c'est ça, Chow Yun-fat, je dis son nom, c'est lui que tu parlais, c'est un acteur principal. Oui. Bon, mais qu'on a vu d'ailleurs dans Tigre et Dragon, on a vu qui a joué aux États-Unis, mais il est un très grand acteur. C'est Marlon Brando des Chinois. Yeah. Non, mais pas vrai. Non, je te crois. C'est pas que ça m'intéresse pas, mais je te crois. Anthony Léon a écrit sur les fusillades. Ça, c'est un critique. Là. Ouais. Avant 1986, le cinéma de Hong Kong était fermement ancré dans deux genres. Il y avait le film des arts martiaux puis la comédie. Le gunplay n'était pas très populaire parce que le public l'avait considéré comme étant ennuyeux. Okay? Donc, comparé au... Écoute, on s'entend que tu compares ça aux arts martiaux, les guns, c'est un peu... Les Bruce Lee, Jackie Chan de ce monde. C'est ça. Fait que, dans le fond... Les cinéphiles avaient besoin d'une nouvelle façon de présenter le jeu de tir, de le montrer comme une compétence à perfectionner, hein, sont super perfectionnistes, eux autres, dans leur spectacle, intégrant des acrobaties et des arts martiaux traditionnels. Puis c'est exactement ce que John Woo a fait. Il s'est dit, ben pourquoi pas prendre les deux ensemble, puis en plus, ben ça saigne pas mal plus vite avec des guns en plus. Ah ouais. Hein, voilà. Donc, en utilisant toutes les techniques visuelles à sa disposition, il a fait des pannes, il a utilisé des dollies, il a fait des slow motion, où il a créé de magnifiques séances d'action surréalistes qui constituent un plaisir coupable à regarder. Coupable, certain. C'est violent. Très violent. Mettons qu'il te reste une minute. Ah oui, je pourrais dire en fait que ça a vraiment influencé le cinéma hollywoodien, le cinéma américain. Écoutez, c'est pas des jokes. Oui, parce qu'à partir des années 90, tous ces réalisateurs-là, ces acteurs-là sont venus faire des films aux États-Unis. Exactement. Mais on perdait beaucoup de qualité artistique. Oui. Vraiment. Oui, parce que c'est ça, ils ont vraiment perfectionné beaucoup d'acrobatie, beaucoup de chorégraphie, puis tout ça, puis ça allait de plus en plus loin. Et ça, c'est toute une liste de films américains que vous connaissez, que je ne vous nommerai pas parce que ça va être très lourd et très long. Tu sais, il parle de X-Men, il parle il y a plein de Lara Croft. John Wick. John Wick, et je trouve que c'est le meilleur exemple, en fait, là, de l'application de Gun Fu. Relativement réussi quand même, là, on doit le dire. Là. Exact. Puis j'ai d'autres choses à dire pour dire que la popularité des... Je vais finir avec ça. La popularité des films de John Woo, du genre héroïque sanglant en général aux États-Unis, mais c'est ça, ça a contribué à une grande visibilité du style Gun Fu. Et c'est vraiment très cool. J'ai trouvé ça intéressant, puis je vais m'exercer à en faire. Mais tu iras voir les films que je t'ai dit. Tu vas triper l'esthétique, entre autres, de The Killing. Là. C'est fascinant avec une trame un peu à la Albator. Là, tu vas comprendre. Le titre, là, je vais aller voir ça. Mais allez voir ça, c'est super intéressant. Pour vrai, j'ai pas haï ça. Oui, si tu as encore un VHS, je l'ai en VHS. C'est vrai. On s'est fait des beaux cadeaux, hein? Oui, quand même. Mais moi, c'est ça, je vais essayer de pratiquer mon parent, mais bon, en tout cas, je pense ça. Hey, moi, je vous finis ça avec un top 10 qui torche. Oh. Je vais parler top 10 des trucs à savoir sur le papier de toilette. Ah, ben oui. Oui. Chaque jour, hein, pour fabriquer le papier de toilette qu'on utilise, ça prend 270 000 arbres dans le monde. Chaque jour. Oui. Par jour, sont coupés pour faire du papier de toilette. Bon, on s'entend, là, quand on coupe un arbre, c'est pas pour faire du papier de toilette, on utilise le bois, c'est avec la scie qu'on va faire le papier, etc. Mais quand même, il faut couper ce nombre d'arbres-là par jour. Le papier il est blanchi avec des substances chimiques, comme le chlore. Donc, il n'est pas naturellement blanc, il est plutôt de couleur bois, normalement, soit une couleur un peu beige gris terne. Les consommateurs préfèrent blanc, mais en même temps, si tout le monde décidait de le mettre au naturel, on sauverait le chlore. On en voit qui sont comme ça, là, plus bruns quand tu es mis dans la toilette. Là. Si on vous achetez du papier de toilette parfumé, hein, il y a d'autres produits toxiques qui s'ajoutent, des phtalanes, des composés chimiques qui peuvent se révéler de très mauvais pour notre organisme s'ils arrivent à y pénétrer. Éventuellement par des micro-fissures au niveau de l'anus, et ça peut provoquer des allergies, donc il faut faire attention si on les prend parfumés. Il y a un certain danger. Mélanie se demande, ça sert à quoi parfumer? Parce qu'on s'est fait une face, on s'est dit, ça sert à quoi? Parce que les gens aiment ça que ça sente bon. Oui, mais tu peux aussi te laver. Oui, c'est ça. Mais c'est l'autre affaire que je voulais dire. Plus de la moitié des habitants de la planète n'utilisent pas de papier de toilette. 50 à 70 des terriens se lavent à l'eau après la grosse commission, hein, soit par bidet, par éponge. Il y a plein de manières. Et ça a l'air que c'est beaucoup plus propre, mais ici, on n'est pas là. Et ça l'économiserait beaucoup d'eau. Parce que pour
pour fabriquer du papier de toilette, il faut faire pousser des arbres qui consomment de l'eau. On le blanchit avec des produits chimiques et de l'eau. Enfin, pour fabriquer un rouleau, ça prend 168 litres d'eau pour faire un rouleau de papier de toilette. Quand ça prend 1 litre d'eau pour se laver le cul. Ah, litre encore, t'es généreux. Oui, mais avec un rouleau, tu te laves le cul plus qu'une fois. C'est ce que je veux dire. Ouais, ça. On utilise 6 kg de papier de toilette par an, donc à peu près 103 rouleaux par personne. Ah, c'est ça, j'allais dire, c'est par personne, ça aussi. Oui, c'est par personne. Avant le papier de toilette, on utilisait des bâtons, des végétaux, de la fourrure qu'on lavait après l'utilisation. Dans la Rome antique, les toilettes publiques mettaient à disposition une éponge accrochée à un bâton qu'on rinçait dans un seau d'eau salée avec du vinaigre. Ça? Oui, c'est ça. Puis on a utilisé du papier journal en France jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. Le papier de toilette est inventé par Joseph Gailletti en 1857, mais il a fallu attendre 1935 pour avoir du papier de toilette sans écharde. C'est ça. Et ça termine là-dessus. Merci d'avoir été des nôtres. Merci de nous avoir écoutés. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Électron Libre. Bonne semaine! Cette émission est une présentation de la SADC Maria-Chapdelaine.